Bonjour à toutes et à tous. Je suis particulièrement heureux d'être ici aujourd'hui dans le cadre d'un événement d'aussi grande qualité et aussi transdisciplinaire qu'à l'école d'Anthropocène. Je suis également très heureux de rencontrer enfin un public. J'avais publié un livre il y a un an qui s'intitulait « Lichen pour une résistance minimale » aux éditions du Pommier. Et c'est la première fois où j'ai l'occasion de pouvoir échanger suite à cette publication en présentiel et également bien sûr en virtuel aujourd'hui. Donc j'en suis particulièrement heureux. Donc je vais commencer par remercier évidemment l'équipe de l'école de l'Anthropocène et de l'école urbaine de Lyon, Michel Lusso, l'équipe d'October Octopus. Remercier également Daniel et Olivier Gonnet qui ont fait avec moi ce matin une promenade autour des lichens à Villeurbanne, d'avoir été avec moi ce matin. Et remercier également les artistes qui m'ont accompagné sur ce portrait de près ou de loin, notamment Héloïse Touman qui doit être ici avec moi aujourd'hui, chimiste, qui est également membre d'un collectif, le duo Evernia, et également Léo Battistelli, qui est un artiste argentin que je vous présenterai dans quelques minutes. Et merci à vous tous, bien sûr, d'être présents aujourd'hui. J'espère que ce portrait du lichen vous fera découvrir, en tout cas, de nouvelles choses sur cet organisme vivant et vous fera aussi peut-être ouvrir les yeux sur une biodiversité assez insoupçonnée et un mécanisme de symbiose assez remarquable, justement, pour penser notre écologie aujourd'hui. Donc, faire le portrait du lichen, c'est le défi qui m'a été proposé aujourd'hui. Donc j'ai proposé de donner comme titre « Le monde est un lichen géant », qui est une citation de l'écrivain états-unien Henry David Thoreau, que vous connaissez certainement. Le monde est un lichen géant, donc d'emblée, ça fait le lien entre le microcosme et le macrocosme. Et j'espère qu'à la fin de ce portrait, nous comprendrons pourquoi ce petit lichen microscopique, ou en tout cas minuscule sur les arbres, sur les murs, peut également donner à penser à une échelle macroscopique, à l'échelle de notre planète. Alors voici un premier portrait de lichen, j'ai envie de dire. Deux tableaux en préambule d'un ami de Salvatore Dali, Antoni Pichot, peintre catalan, qui a fait lui-même réinterpréter des portraits de peinture classique, Saint-Georges ici par exemple, recouverts de lichen. Donc en pied de nez, voici le portrait de lichen que je voulais vous proposer aujourd'hui. Et justement, nous allons voir en quoi justement le lichen est un support de projection anthropomorphique. En quoi il est un réceptacle de fantasmes, de représentations, d'idéalisation, de repoussoir également. Et c'est peut-être par là que je vais commencer. Voici deux exemples de lichen. Ici, un lichen foliacé jaune, certainement un Xanthoria parietina. Ici, un lichen gris, certainement un Fischia, qu'on a tous l'habitude de voir autour de nous sur les arbres de nos jardins ou en ville également, souvent associé à de la mousse. En guise d'introduction, je vous présente ici les fructifications, l'organe de reproduction des lichens, ces sortes de cercles de coupelles qu'on appelle les apothécies, souvent situés dans la zone centrale du lichen. Mais qu'est-ce qu'un lichen ? Quand j'ai commencé mes recherches, c'était il y a 5 ans. Évidemment, peu de choses ont été écrites en dehors de la science, je dirais botanique, sur la question. Et c'est surtout lié, je dirais, à une forme de méconnaissance et aussi de représentation négative, dépréciative liée à cet organisme vivant. Quand on pense lichen, la première chose à laquelle on fait référence, c'est une sorte de maladie dermatologique, par exemple. C'est quelque chose qui pose sur une surface, quelque chose qui pullule et qui n'a rien à faire ici. D'ailleurs, en grec ancien, le lichen, comme encore aujourd'hui en termes médicaux, le lichen, c'est une maladie de peau. Donc ici, j'ai proposé un parallèle entre une représentation d'une maladie de peau de 1860, des années 1860. On voit ici, d'ailleurs, ce qu'on appelle le lichen ruber pilaris, le lichen de la peau rouge, ici. Et ici, un lichen que je vous ramène du Brésil, le Cryptothecia rubrocincta, un lichen rouge également sur un arbre tropical. On voit tout de suite le parallèle saisissant. Et si le lichen peut laisser la première impression d'être quelque chose de désagréable ou en tout cas de laid, on peut l'associer notamment, on a pu longtemps en tout cas l'associer à ça. Néanmoins,
Le lichen n'est pas un parasite, n'est pas quelque chose qui va détruire son support ou en tout cas nuire à son support, comme la maladie dermatologique par exemple. Et contrairement aux apparences, sur les arbres de nos jardins, sur les murs, sur les arbres de nos villes également, le lichen n'est pas un parasite. Donc il n'est présent sur les troncs d'arbres, sur les murs. Il ne se sert en fait de ces éléments que comme des supports, que comme des substrats pour se fixer. Donc éventuellement, par les petites résines, par les mini-racines qui lui servent justement à s'ancrer dans un support, il va peut-être détruire un petit peu, détruire en tout cas éroder légèrement le support minéral par exemple, mais il ne va pas puiser de matière nutritive. Donc la première remarque que je ferai, c'est s'il vous plaît, si vous prenez soin de l'environnement et de la biodiversité, cela ne sert à rien d'enlever sur vos arbres fruitiers, sur vos arbres de vos jardins, les lichens qui ne font rien de mal, au contraire, à ces arbres. Donc ce n'est pas une maladie, ce n'est pas un parasite. Qu'est-ce donc qu'un lichen? Un lichen, c'est en fait, il faut dépasser un peu le nominalisme. Le lichen, ce n'est pas une espèce unique. Si on regarde par exemple cette photographie, on voit une structure, par exemple si on prend celle-ci, unifiée, de couleur jaune, de forme circulaire, avec les apothécies, donc les organes de fructification, et je dirais une sorte de cortège de feuilles tout autour. Mais en réalité, et il a fallu beaucoup de temps d'ailleurs pour découvrir cela, il faut attendre 1866, il ne s'agit pas d'un organisme, il s'agit de deux organismes à minima. Il y a en réalité ce que l'on voit ici à l'œil nu, c'est un champignon. Donc un champignon, avec comme un champignon, c'est comme si ici nous avions donc la partie émergée du champignon, comme le champignon, et le mycélium serait dedans. Le mycélium, les hyphes du champignon qui sont en fait dans la structure jaune que l'on voit. Et dans ce champignon, enserré dans ces hyphes, on a des cellules algales, des algues unicellulaires. Donc en fait, chaque lichen est une association symbiotique d'un champignon qui, je l'expliquerai après, cultive, en tout cas qui vit grâce et avec une algue. Et ici, on le voit par exemple, dans ce gros lichen ici à droite, on perçoit une couleur un petit peu verte, qu'on ne voit pas sur celui-là. Et en fait, c'est parce que comme il a plu récemment, sur cette photographie on le pressent, et bien en fait, la pluie, l'eau, l'humidité qui reste présente sur ce tronc d'arbre, laisse apercevoir les cellules algales, de couleur verte donc, qui sont présentes au sein du lichen. Cette partie-là, on appelle ça d'ailleurs un thale, T-H-A-2-L-E. Donc au sein du thale du champignon, on a donc des cellules algales qui se nourrissent par photosynthèse, et c'est ce qu'on appelle en fait une forme de symbiose. Et c'est grâce au lichen, en 1866-1867, qu'on a réussi à penser en biologie la symbiose. Donc c'est vraiment c'est un organisme pionnier en ce sens aussi. C'est grâce au lichen et grâce à l'invention de la microscopie, je dirais, plus poussée, qu'on a pu mettre au jour des associations, des interactions à bénéfice mutuel au sein du vivant. Pour résumer, le lichen, structure qui réunit un champignon, visible ici, des algues que l'on perçoit. Les algues apportent au champignon des nutriments par la photosynthèse. En échange de quoi, le champignon apporte protection, gîte à des algues dans un milieu qui n'est pas a priori favorable aux algues. Voilà. Le modèle scientifique pour comprendre cette interaction, ça serait, donc on parle de mutualisme, c'est-à-dire que chaque organisme vivant est interdépendant et apporte à l'autre des bénéfices mutuels. C'est que le champignon cultiverait des algues. Donc il faut savoir qu'un champignon, c'est hétérotrophe, c'est-à-dire qu'il a besoin d'autres organismes pour survivre. Donc là, il s'associe avec une algue, et en échange de quoi, il offre logis, humidité, quelques sels minéraux qui vont ruisseler sur le champignon et ensuite abreuver, si l'on veut, les algues, donc aux algues. À cela, bien sûr, s'ajoute tout un cortège de micro-organismes, que je n'évoquerai pas de façon précise aujourd'hui, qu'on appellerait donc, c'est comme le microbiote du corps humain.
Le lichen, 2 organismes en symbiose et un microbiote. Organisme donc complexe et clé, car c'est à partir de lui que toute une pensée du vivant a émergé à partir de la fin du 19e siècle jusqu'à aujourd'hui, où justement la symbiose est très à la mode. Et je reviendrai justement là-dessus. Depuis quelques années, on parle de coopération au sein du vivant, on parle beaucoup de mutualisme, on parle beaucoup d'une forme de communisme biologique. Et j'y reviendrai pour essayer de voir un petit peu qu'est-ce qui ressort un peu de fantasmes, qu'est-ce qui ressort en fait aussi de faits scientifiques. Mais le principal derrière cela, c'est de comprendre que le monde vivant est un lieu d'interaction. Et à chaque fois que l'on parle d'un organisme, en fait, on parle de plusieurs organismes, de plein d'organismes qui sont reliés ensemble. Ensuite, et pour continuer à déjouer un petit peu cette image du lichen, ce portrait du lichen comme une maladie ou comme un parasite, je voudrais vous inviter, parce que c'est comme cela en fait que moi j'ai abordé les lichens, à un moment d'émerveillement. Alors ici, vous le voyez de très loin, mais vous le devinez, les lichens sont extrêmement nombreux et variés au niveau de leur forme et de leur couleur. Moment d'émerveillement, parce que les lichens sont si magnifiquement beaux. Si on regarde par exemple ces différents lichens, on observe un dégradé de couleurs. J'ai essayé de faire une construction un petit peu rapide de nuanciers de lichens. Il y a des rouges vifs, des oranges, des roses, des jaunes, des verdâtres. Quasiment toutes les couleurs de la palette, sauf le bleu. Les lichens ne sont pas très bleus. Et aussi de forme. On a des lichens ici particulièrement aplatis, des lichens en forme d'écriture, comme des hiéroglyphes ou comme des chromosomes, des lichens en forme de buisson, en forme de feuilles, ici en forme de, je dirais en forme de petite tour, en forme d'architecture. Donc il y a tout un répertoire de formes, de design et de couleurs qui est remarquable à observer, mais tout cela, c'est le même fonctionnement. Un champignon, une algue, un microbiote. Et chaque forme de lichen répond justement à une évolution spécifique et à une adaptation spécifique au milieu. Donc au niveau des formes de lichen, les scientifiques ont déterminé, je dirais, 5 ou 6 types au niveau de leur forme. Les crustacés, les foliacés, les fruticuleux, les complexes. L'objet de ma présentation ici, c'est pas de vous faire un cours sur les lichens. Je vous donne néanmoins cette nomenclature-là, parce que l'objectif, je dirais, de cette présentation, c'est de réparer une forme de familiarité qui était brisée. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que les lichens, ils sont omniprésents autour de nous. On a fait une promenade ce matin, par exemple, autour du Riz. On a pu observer une quinzaine d'espèces de lichens différentes en regardant très rapidement. Les lichens sont omniprésents autour de nous, ils recouvrent 8% de la surface terrestre. C'est énorme. Pourtant, les lichens sont très peu connus, en tout cas du grand public. Et moi, quand j'ai commencé mes recherches il y a 5 ans, je ne connaissais rien sur les lichens. Donc il y a une forme de familiarité, je dirais, outrée. On en voit partout. On marche dessus tous les jours, sur les trottoirs, on en voit sur on en voit. On ne les voit pas, mais ils sont présents sur les murs, sur les troncs d'arbres de nos villes, dans les forêts. Donc je voudrais vraiment commencer par ce paradoxe. Un être vivant omniprésent, mais invisible, invisibilisé. Donc l'objectif de cette présentation, de ce portrait, c'est justement d'essayer de réparer cette familiarité, cette banalité, pour justement chercher à nous reconnecter à une forme de nature ordinaire, on appelle ça la nature ordinaire, pour justement participer d'une nouvelle forme de pensée de l'écologie qui inclut la nature urbaine, la nature ordinaire, et ce qu'on appelle également, une autre expression, la biodiversité négligée. Évidemment, ce n'est pas une jolie otarie, un dauphin, quelque chose que pour lequel on peut éprouver de l'empathie de façon, je dirais, particulièrement spontanée, un lichen. Néanmoins, c'est indispensable pour penser l'environnement et pour penser aussi l'écologie d'un site. Le lichen, par exemple, c'est un organisme pionnier. C'est souvent le premier qui va coloniser un espace après une explosion nucléaire, dans des zones particulièrement extrêmes, et après l'éruption d'un volcan, suite à quoi ensuite tout un cortège
de micro-organismes, de plantes et d'animaux vont ensuite peupler l'espace. Donc c'est vraiment un maillon central pour penser aussi l'écologie d'un milieu. Au niveau statistique, quelques chiffres. Donc ce qu'on appelle la biodiversité négligée représenterait 80% des espèces de la planète. Dans biodiversité négligée, on inclut à la fois donc, les lichens, les insectes, par exemple aussi, les champignons, de façon générale. 80% des espèces de la planète qui sont souvent l'absent des bouquets de notre écologie. Le lichen, donc je disais tout à l'heure, 8% de la surface terrestre, près de 20 000 espèces connues à ce jour, mais évidemment, comme cela a été longtemps méconnu, et encore aujourd'hui, très peu de professionnels ont le temps et l'argent pour se consacrer à ces recherches, on estime à plus du double le nombre d'espèces réellement présentes sur la planète. Environ 3500, je crois, sont répertoriés en France. Et des propriétés exceptionnelles. Par exemple, l'espèce Xanthoria elegans a été retrouvée dans l'Himalaya à 7000 mètres d'altitude. On appelle ça un organisme extrémophile, extrémophile, c'est-à-dire qu'il aime les conditions extrêmes. C'est un organisme extrêmement résistant. Je vais expliquer justement pourquoi. Par exemple, en Haute-Savoie, il a été observé à 4000 mètres d'altitude une biodiversité incroyable de lichens avec une cinquantaine d'espèces contre une dizaine de plantes à fleurs. Donc ça veut dire que, et dans les écosystèmes urbains, je l'ai déjà évoqué, on observe aussi une biodiversité incroyable de lichens par rapport aux autres espèces, aux autres êtres vivants, pardon. Par exemple, autre chiffre qui me semble aussi important à signaler, à Paris, entre 2010 et 2020, 3500 espèces ont été identifiées par la ville de Paris. Sur ces 3500 espèces, c'est déjà énorme en fait quand on y pense, un peu plus de 1000 étaient des espèces végétales, 350 des champignons et 35-40 des lichens. A priori, il y en a beaucoup plus, mais au cours de cette enquête, 35-40 ont été comptés. Soit à peu près 1% des espèces, des êtres vivants, je disais, poussant ou vivant spontanément à Paris. En réalité, c'est peut-être 2 ou 3%. Mais en fait, personne ne les regarde vraiment. Et je vais donner par exemple l'exemple de cet excellent ouvrage, Manuel d'écologie urbaine d'Audrey Muratet et François Chiron, qui est une bible sur la question. Eh bien, je ne suis pas sûr d'avoir vu le mot lichen dans le livre d'écologie urbaine. C'est un exemple parmi d'autres. En plus, c'est un très bon ouvrage, donc je dirais, c'est même un petit peu à mon corps défendant de l'avoir lu et de devoir dire cela. C'est pour dire qu'en fait, c'est un organisme omniprésent, familier, mais invisibilisé. Je reviens à ces chiffres de résistance particulièrement exceptionnels. Le lichen peut vivre à des températures allant de moins 60 degrés à plus 70. Donc il est aussi capable, parfois la même espèce, de survivre à des variations de température extrêmement importantes, mais aussi vivre pendant 2 ans un état, je dirais, végétatif, on appelle ça en dormance, en attendant que, par exemple, dans le désert du Namib, une petite pluie le ramène un instant, 2-3 jours à la vie. Donc il est capable également de survivre à des conditions d'extrême sécheresse, d'extrême froid, et de se contenter de très peu. Enfin, autre caractéristique saisissante du lichen, sa lenteur. Vous imaginez que pour survivre à des écosystèmes aussi difficiles, c'est pas les forêts tropicales où les arbres peuvent pousser toute l'année deviennent extrêmement hauts. Ils ne croît donc que très lentement, entre 0,2 et 1 mm par an, de façon très générale, suivant l'humidité bien sûr. Le record de vitesse d'un lichen, c'est 10 cm en 1 an, contre 1 cm en 1 millénaire pour un crustacé, d'après des estimations. Voilà. Donc également, l'une des caractéristiques du lichen, sa lenteur. Toutes ces caractéristiques très, je dirais, très extrêmes, très saisissantes, j'y reviendrai ensuite, parce que justement, chez les philosophes, chez les artistes, chez les écrivains, chez les philosophes, je l'ai déjà dit, ça a cristallisé aussi beaucoup de réflexions et beaucoup de représentations.
J'évoquerai maintenant rapidement donc, les différentes formes du lichen, simplement aussi pour vous inviter, j'espère que ce sera un petit peu le cas après ce portrait, à regarder différemment ce que vous verrez en ville ou en forêt, et que vous sachiez un petit peu également distinguer certaines formes par rapport à d'autres. Donc on distingue des lichens crustacés, donc en forme de croûte, des lichens foliacés, en forme de petites feuilles, petits lobes, des lichens fruticuleux, ça vient du latin, en forme de petits buissons, de petits arbustes, de forme un peu échevelée, des lichens complexes, parce que c'est à la fois une forme aplatie, comme un lichen foliacé avec des petites feuilles, sur laquelle se greffe une structure érigée. Je vais vous en montrer. Et les lichens gélatineux. Si on revient un petit peu à ce nuancier, alors ici nous aurions un lichen foliacé. On reconnaît de loin, même de très loin, les petits lobes ici. Ici on aurait un lichen complexe. On ne le voit pas très bien, mais on devine cette structure érigée, c'est un téloschistès. Ici, on aura un lichen crustacé, que j'aime beaucoup à titre personnel, comme je suis écrivain, parce qu'il ressemble souvent à des formes d'écriture. Voilà un petit peu un autre lichen crustacé ici. Également en haut ici. La variété des formes. Pour passer ensuite un petit peu aux dernières remarques avant de passer un petit peu aux enjeux derrière tout cela. C'est également dans les années 1860, au moment où on a découvert justement la nature symbiotique du lichen, que l'on a découvert également le rôle, la fonction, enfin plutôt le rôle de bioindicateur. En fait, non seulement comme les champignons, je dirais, ils stockent les métaux lourds, ils stockent les polluants, mais en plus, il y est très sensible. Donc, suivant la pollution, notamment de nos villes, les populations de lichens, suivant les espèces, vont apparaître ou disparaître. Et notamment à partir de 1860, révolution industrielle, pollution notamment soufrée, disparition progressive des lichens, même spectaculaire des lichens dans les villes. On estime par exemple qu'à Paris, entre 1820 et 1880, on est passé d'une cinquantaine d'espèces de lichens à plus que 2. Donc on utilise encore ces observations-là aujourd'hui, justement, pour mesurer la pollution et le type de polluant d'un lieu et d'une ville aussi en particulier. Mais je voudrais également déconstruire un petit peu certains éléments. Le lichen n'est pas hostile à la pollution. C'est-à-dire que entre 1840, je dirais 1960, la pollution des villes a été essentiellement soufrée, le dioxyde de soufre. Et en effet, les lichens sont très sensibles au soufre. Donc ils ont disparu de nos villes à cause de cela. Mais depuis 1960, 1980, on observe un retour des lichens en milieu urbain. Mais vous allez me dire, pourtant nos villes sont extrêmement polluées. Oui, ça malheureusement, elles le sont toujours. Mais c'est parce que l'évolution des technologies, des pots catalytiques, des usines, fait que les types de polluants ont changé. Les types de polluants ont changé. Maintenant, on a une pollution davantage de type azoté, l'azote et l'ozone. Et il y a des espèces de lichens, justement, pour qui ces polluants ne causent aucun dommage, n'a aucun effet, ne créent aucun effet, voire qui sont friandes. Voilà. Donc, je veux dire que ce n'est pas parce qu'il y a des lichens dans une ville que l'air est sain. Ou que l'air est pollué, d'ailleurs. Ça ne veut rien dire. Voilà. Par contre, il y a certaines espèces, si on les repère dans une ville, on sait que l'air est sain, ou qu'il y a une pollution de type azoté. Par exemple, je vis actuellement au Brésil, ces lichens rouges ici que vous voyez, qui sont des lichens tropicaux, on les observera jamais en ville, parce qu'ils sont extrêmement sensibles à la pollution. Chez nous en France, par exemple, c'est ce qu'on appelle les usnés. Vous savez, ces sortes de lichens barbus qui pendent au bout des branches de nos forêts. Eh bien, ces lichens barbus, on n'en observera jamais en ville. Enfin, en tout cas, pas aujourd'hui encore. Parce qu'ils sont extrêmement sensibles à la pollution. Par rapport à ces contextes extrêmes dans lesquels les lichens vivent, ils ont développé tout un tas de stratagèmes de protection justement pour permettre de survivre à ces conditions extrêmes. Et ce qui est intéressant à signaler,
c'est que c'est l'union entre les lichens, entre le champignon et l'algue et son cortège microbiotique, qui permet au lichen de survivre à ces conditions difficiles. Pour résumer, c'est le slogan « L'union fait la force », c'est-à-dire que c'est la symbiose, c'est l'union qui permet à cet organisme de survivre à ces conditions extrêmes. Comment? Eh bien, le champignon et l'algue, en travaillant ensemble, en échangeant au sein du lichen des nutriments et autres éléments, vont créer ce qu'on appelle des substances lichéniques, qui sont souvent des acides, qui vont leur permettre, par exemple, de protéger la structure globale des ultraviolets, d'un fort ensoleillement, de la pollution. Ça peut servir aussi d'insecticide. Il y a toute une gamme de produits qui est produite par l'union, par la symbiose, qui permet justement au lichen de survivre à ces conditions difficiles. Et évidemment, ça a des impacts aussi pharmaceutiques, médicaux. Il y a des chimistes et des pharmacologues qui travaillent sur ces questions-là pour voir si à partir de ces substances lichéniques, on peut également proposer des médicaments, des protections solaires. Enfin, ça existe déjà d'ailleurs. Hein. Mais voilà. Voilà une sorte d'introduction un petit peu que je voulais vous faire, un petit peu longue. Là, on a aussi un magnifique lichen foliacé sur un banc public. Foliacé, on voit ici ces sortes de petits lobes, les petites apothécies qui sont des structures reproductives. Et pour aborder les enjeux de façon encore plus centrale, je voudrais vous proposer une petite vidéo que j'ai tournée avec un artiste argentin qui habite à Rio, qui s'appelle Léo Battistelli, que j'ai tourné lundi chez lui à Rio, pour bien essayer de comprendre aussi les enjeux que peut incarner le lichen pour nous aujourd'hui, pour nos villes, pour notre écologie. Donc si vous pouvez diffuser la vidéo maintenant, ce serait parfait. Merci. Eu vivencio muito. Eu sou ser que me considero muito aquático. Fui nadador, fui guarda-vida, sou nadador ainda. Então o mundo aquático para mim primeiro, somos água, né? Mas é totalmente essencial. E com os lichens consigo ter essa comunhão também, essa simbiose. Eu, como ser da terra, ter também essa conexão com a água. E que a presença deles no meio ambiente acaba marcando momento assim, de transformação da atmosfera para o ser humano. Então aí eu acho importante esse ser que está com sua presença ou sua ausência marcando uma transformação nossa, humana, na atmosfera. Isso eu acho muito importante de sinalizar, de expor e de cristalizar, porque da forma que eu exponho eles é de cristalizando um ser que em algum momento será um fóssil e não um ser vivo, pelo jeito que as coisas vão andando, né, na nossa atmosfera. Se chamava na época lichens para instituições de arte. Eu sou artista, então minha linguagem é a arte e eu queria transformar estes lugares onde se expõem artes de diferentes tipos, encher, fazer crescer lichens neles. Então esse é o ponto, mostrar nas cidades, dentro delas, que eu moro, eu já estou morando numa floresta. Não tem sentido para mim mostrar lichens dentro da floresta, que já está cheio de lichens. Nas cidades, o assunto é a ausência deles. E eu acho que a arte poderia ter essa função assim, de gerar consciência, de gerar cambio, de motivar uma percepção de algo que está querendo, está precisando ter. E a materialidade dos lichens que eu abordo e eu faço, eu tento trabalhar com as argilas do lugar, com os minérios do lugar, tentando fazer fornadas
correctas a nivel ecológico, intentando no contaminar, justamente no ser parte de ese cambio atmosférico. Então eu aproveito fornelas de fábricas, eu aproveito minerais que são descartados, eu tento, no máximo possível, fazer uma obra, fazer um líquido representado acorde com o que eu quero conscientizar. E eu acho que as cidades precisam dessa consciência para poder entender esse grande problema que estamos gerando, que é cambiar nossa atmosfera em sua arte. Estamos asfaltando o território que ocupavam as plantas, que as plantas geram água, que geram baixas temperaturas, que geram oxigênio. Então aí uma arquitetura pensada em poder envelhecer, poder contribuir com a presença e não gerar o contrário. Acho que seria o ideal, né? Uma arquitetura verde, uma arquitetura ecologicamente correta, harmônica, um espaço onde ela se impõe. Eu li um manifesto de Balzer, esse artista austríaco, onde ele falava de moecer a arquitetura, de envelhecer, de fazer brotar a natureza na arquitetura. É muito interessante que eu li com esse assunto de serem seres em simbiose, de ter uma marca marinha, uma marca aquática e uma marca terrestre. E isso eu acho de uma forma assim muito rica de poder misturar estas duas ambientes e formas. Então aí eu faço e eu tenho essa liberdade como artista de representar eles fielmente ou criativamente, porque eu faço minhas próprias simbioses. Então eu vou fazendo simbioses de líquens, de diferentes tipos de líquens, de algas que eu vejo quando eu mergulho, de algas que eu cultivo na minha biopiscina, de fungos que eu vejo e pesquiso aqui na floresta onde eu moro. E para mim é muito importante também que o líquen prepara a vida que está vindo detrás dele, prepara o terreno para o que vai crescer depois. Então eu me sinto um pouco também nesse lugar, assim, de preparar o terreno para um futuro, de conscientizar, de falar do assunto. Eu penso dessa forma, assim, do mundo como um ser em contínuo crescimento, evolução, em contínua transformação. E isso que me seduz do líquen, porque representa essa transformação, essa possibilidade de achar outras formas de viver, de achar outras formas de comunhão, de achar outras formas de se reproduzir, de se expandir e de viver delicadamente no espaço ambiente. O líquen se alimenta só de água e de minérios que caem por uma chuva, por um vento, mas não extrai nada além do que cai em cima dele. Qual é a sua espécie de líquen preferida? Todos, não tenho. São todos incríveis. Incluso essa cladonia vermelha lá. Me fascina por todos do mesmo jeito. Todos me encantam, acho. Eu me perco em milímetros de uma folhinha de líquens, um brote de um líquen preto, de um líquen verde, de um líquen vermelho. O encantamento não tenho preferidos, não. Eu acho todas incríveis. Há 20 anos que estou tentando expor e falar de líquens. É minha tentativa, ainda continuo e continuarei. Merci. Bien, j'espère que vous avez parvenu à lire les sous-titres même de loin. C'est un tournage que j'ai effectué lundi, donc je remercie vraiment toutes les équipes ici et puis également au Brésil pour le sous-titrage, l'artiste, enfin, ça a été fait en un temps record.
Quelques commentaires sur cet artiste, Leo Battistelli. Donc, il est céramiste, il fait de la porcelaine et de la céramique. Il représente beaucoup le lichen depuis 20 ans, comme vous l'avez écouté, mais pas seulement. Donc, il est très engagé sur les questions environnementales. Il habite donc argentin vivant au Brésil. Ce qui est intéressant à signaler, c'est justement que il cherche justement il le dit, cristalliser les lichens en forme de porcelaine, en forme de céramique. C'est-à-dire que par la cuisson, il cherche à leur donner une vie, je dirais, infinie. Alors que justement, il décrit la disparition des lichens en milieu urbain. Ce qui est vrai. Je nuancerai un petit peu, c'est-à-dire que, comme on l'a vu tout à l'heure, il y a un retour progressif des lichens en milieu urbain aussi parce qu'on a changé de type de polluant. Bon. Néanmoins, l'œuvre, je trouve assez magnifique. Et ça me sert de transition, en fait, pour aborder, je dirais, un petit peu les enjeux aujourd'hui du lichen. Ça fait une dizaine d'années, une quinzaine d'années, voire un peu plus, je trouve, que les lichens sont de plus en plus présents dans les arts, dans la philosophie, je dirais, en dehors du champ des sciences classiques. Donc, je dirais, au sein de nouveaux types de savoirs. Pourquoi et sous quelle forme ? Là, c'est quelques autres lichens en passant. Alors, les artistes, les philosophes vont beaucoup convoquer les lichens pour réfléchir à différentes caractéristiques, à différentes qualités des lichens. La première chose, j'ai déjà évoqué, c'est la dimension symbiotique. Réfléchir justement à notre monde aujourd'hui comme un monde d'interaction. C'est une idée, je dirais, qui est très à la mode, et qui repose notamment sur l'idée que le monde serait donc un lieu d'interaction et notamment sous forme de bénéfices mutuels. Alors évidemment, il n'y a pas que cela, il y a des rapports de prédation, nous les connaissons bien, nous humains d'ailleurs, des rapports de prédation, d'extraction, mais il y aurait également donc des rapports aussi parfaitement, je dirais, sains pour les deux espèces, par exemple, qui pourraient faire cette interaction, découverte donc à partir du lichen. Alors, ça permet du coup de repenser le vivant comme un lieu non seulement de compétition, mais aussi donc de collaboration. Donc c'est déjà un premier élément très important et très fort. Je nuancerai néanmoins, c'est-à-dire que les scientifiques notamment ont démontré maintenant que, par exemple, dans le lichen, il y a un rapport, je dirais, de bénéfice mutuel, certes, mais le champignon cultiverait les algues dans son tal, donc il y a quand même un rapport, je dirais, assez vertical dans cette façon de voir les choses, de considérer maintenant le lichen. C'est-à-dire que c'est le champignon qui cultive les algues, qui les maintient dans sa structure comme dans une serre pour justement bénéficier des produits de la photosynthèse. Donc c'est-à-dire qu'attention non plus à ne pas idéaliser ce mutualisme du vivant, à ne pas y projeter des idéaux ou des visions a priori. C'est pour ça que moi je préfère conserver du terme symbiose une définition élargie qui ne statue pas le rapport, l'interaction, la nature de l'interaction. C'est-à-dire qu'il y a deux écoles. Pour certains, la symbiose, c'est le mutualisme, donc des interactions à bénéfice mutuel. Pour d'autres, et c'est ma définition, celle que je retiens, en fait, ça recoupe toutes les formes d'interaction du vivant, le rapport de parasitisme et les rapports de mutualisme. Donc moi je retiens cette définition élargie parce que voilà, il y a des cas, beaucoup de cas de figure où il est difficile de statuer précisément la nature de cette interaction et pour essayer d'essayer de laver un petit peu de ces représentations, je dirais, idéologiques. La symbiose. La résistance. On a vu tout à l'heure à quel point le lichen résiste à des conditions de vie incroyables, en proposant justement des stratégies. Donc évidemment la symbiose que j'ai déjà évoquée, c'est la conséquence, mais également aussi une adaptation, une croissance très lente, etc. Ça intéresse beaucoup notamment les poètes, les écrivains. Dans mon livre, justement, je parle de plusieurs poètes, notamment Antoine Aimaz, qui nous a quittés il y a, je crois, 3 ans, grand poète français, pour qui justement le lichen proposait un modèle éthique de lenteur, de modestie, d'invisibilité, utile justement pour proposer une sorte de contre-modèle dans le monde de l'anthropocène et le monde, je dirais, post-moderne dans lequel nous vivons aujourd'hui, qui n'est pas fait justement de lenteur, pas fait justement forcément d'interaction, pas fait forcément de modestie, ni de petit éclat, mais plutôt de grand éclat. Donc il y a aussi tout un modèle éthique qui découle de ce lichen, qui peut être justement
mobilisés par les artistes. Sur un autre plan, on observe aussi des artistes qui vont convoquer le lichen pour déjouer aussi la question du genre, la notion du genre. Ça, c'est aussi très récent. Parce qu'en effet, le lichen, c'est pas un champignon, c'est pas une algue, c'est pas non plus un entre-deux, c'est quelque chose qui justement déjoue un petit peu les frontières. Donc il y a des collectifs d'artistes aussi qui vont utiliser, qui vont convoquer le lichen aussi pour, comme slogan, nous sommes tous des lichens, nous sommes tous symbiotiques, nous sommes tous transfrontaliers, transgenres, transdisciplinaires, tout ce que l'on veut. Une définition, je dirais, fluide, c'est un peu le trouble de Naraway, si l'on veut, pour justement déjouer un petit peu l'unité de l'organisme, l'unité du nom. Autre élément de réflexion que je voulais également apporter, c'est la question des usages de lichen. J'évoquais tout à l'heure le fait que les lichens étaient très peu connus par nous, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas scientifiques de formation. Je ne le suis pas. Je parle en tant qu'écrivain. Je me suis beaucoup intéressé aux sciences et aux lichens, mais je ne suis pas scientifique de formation. Et un élément qui peut être aussi en jeu, c'est le fait qu'aujourd'hui, il y a très peu d'usages, en tout cas populaires, des lichens. C'est-à-dire que, par exemple, auparavant, on utilisait le lichen pour teindre des vêtements. C'est le cas au Moyen-Âge, par exemple. Des lichens, notamment des Canaries, qui étaient utilisés, récoltés sur les falaises des Canaries, pour ensuite teindre en couleur pourpre, en couleur mauve, les habits. D'autres lichens étaient également utilisés pour la médecine. C'est ce qu'on appelle la théorie des signatures, vous savez. C'est-à-dire que des lichens qui vont ressembler à un poumon, c'est par exemple le Lobaria pulmonaria, va soigner des maladies liées aux voies respiratoires. Ça, c'est également l'époque du Moyen-Âge. Aujourd'hui, il y reste quelques usages du lichen, c'est-à-dire qu'il est utilisé en parfumerie. Je dis il, mais ces différentes espèces sont utilisées en parfumerie, certains dans des médicaments. C'est essentiellement cela. En teinture plus trop, parce qu'en fait on s'est rendu compte que pour une utilisation industrielle des lichens, ça pousse tellement lentement que c'est pas possible de fonder une industrie à partir des lichens. Donc on a abandonné justement la teinture du Moyen-Âge à partir des Rothschild, des Canaries. Donc on voit bien aussi en quoi c'est pas un organisme qui est industrialisable. Mais justement, ma réflexion c'est pourquoi s'intéresser à des organismes uniquement parce qu'ils ont un bénéfice pour nous. Et pourrait ne pas justement essayer de chercher à se connecter à des organismes qui sont communs, qui sont banals, encore heureusement aujourd'hui, même si on n'en tire pas forcément profit. Évidemment, ça peut être un point d'entrée pour montrer en quoi tel organisme est intéressant, tel être vivant est intéressant pour nous, humains. Mais de toute façon, les lichens sont intéressants, sont utiles pour nous, je dirais à l'échelle globale. C'est un pilier de la colonisation des territoires, ils sont un maillon essentiel de cette grande symbiose qu'est la planète Terre. Et voilà, réfléchissons aussi peut-être à se connecter, si l'on veut, pour resignifier un petit peu ce mot, à des organismes sans forcément penser à l'utilitarisme écologique. Autre point aussi, les lichens. Je le disais tout à l'heure, ce ne sont pas ce qu'on appelle des animaux sympathiques, des espèces sympathiques dans lesquelles on pourrait se reconnaître, que l'on pourrait regarder droit dans les yeux, comme on va regarder notre chat, notre chien, un dauphin à la télévision, etc. Donc c'est sûr qu'il est difficile d'éprouver de la sympathie, de l'empathie pour un organisme qui ressemble à cela. Moi, je le trouve personnellement très beau, mais c'est fortement subjectif. Mais du coup, ce que je veux dire par là, c'est que pour penser également aux questions environnementales, notamment auprès du grand public, il y a aussi toute une sensibilité à découvrir pour des organismes qui se situent déjà à d'autres échelles. Ça, c'est une photographie agrandie. Il y a des lichens qui sont très petits. Et aussi qui ne sont pas anthropomorphiques, comme des animaux en lesquels on pourrait éventuellement se reconnaître droit dans les yeux. C'est Lévinas qui dirait ça. Donc, pour penser l'écologie, l'environnement, protéger, et du coup, pour mieux connaître l'environnement et mieux le protéger, il faut aussi réfléchir à ces questions d'échelle et de projection. Je vais conclure sur les enjeux un petit peu écologiques des lichens. Donc je disais que
c'était en 1866 que un lichénologue, en l'occurrence Wilhelm Nylander, un Finlandais, avait découvert les liens entre lichen et pollution, disparition des lichens et pollution urbaine. Il parle d'ailleurs que les lichens sont des hygiomètres très sensibles. Par exemple, je regardais, on en parlait tout à l'heure d'ailleurs avec les amis lichénologues, à Lyon et Villeurbanne, en 1984, on avait observé 13 espèces de lichens. Mais suite aux travaux qui ont justement modifié et amélioré en quelque sorte les rejets de gaz et de polluants des industries, notamment au sud de Lyon, on connaît les industries chimiques de Lyon, mais également les pots catalytiques des voitures qui ne rejettent plus de dioxyde de soufre, eh bien, on observe un retour spectaculaire des lichens en milieu urbain, de 13 en 1984 à 28 en 1996, et encore davantage aujourd'hui, il doit y en avoir peut-être une cinquantaine et peut-être davantage. Donc, si vous voulez, c'est déjà un symbole fort ou un symptôme important pour mieux penser aussi l'urbanisme et l'écologie, enfin en lien avec l'écologie. Il me reste 3 minutes, donc je voulais justement aborder quelques petites réflexions pour justement apprendre à protéger cette biodiversité négligée lichénique en ville. Parce que la ville est un écosystème. La ville est une forêt. C'est-à-dire que penser l'écologie pour mieux protéger nos forêts, qui sont particulièrement, je dirais, spectaculaires, nos belles forêts de montagne, nos belles forêts de campagne, c'est une chose, mais il faut aussi penser à la biodiversité incroyable de nos villes, qui sont à l'échelle d'un lichen, à l'échelle microscopique aussi des forêts. Donc il faut aussi également se reconnecter à cela, je le dirais. Donc ça commencerait par quel élément? Pour moi, le plus important, ça serait celui-ci. Apprendre à voir, éduquer son regard et sa sensibilité, pour mieux être en interaction avec la nature qui nous entoure en ville. Donc les lichens qui sont autour de nous dans la rue, les mousses, les algues, les insectes, les plantes rudérales qui poussent justement sur les ruines urbaines ou dans les fissures des trottoirs. Et ça, les scientifiques, les artistes ont un rôle de médiation très important dans ce genre de rapport à la sensibilité. Autre point, chercher à ne pas trop minéraliser les centres-villes. C'est très à la mode dans les villes en France aujourd'hui. Ne pas trop minéraliser, parce qu'en minéralisant, on empêche, c'est un peu comme la suite du fait d'asphalter, on empêche toute une biodiversité de s'épanouir. Surtout que, vous allez me dire, les lichens poussent sur le minéral, poussent sur les rochers, poussent sur les pierres. Oui, mais sauf que ça s'associe souvent à une pratique, je dirais, d'hygiénisme urbain, qui consisterait justement non seulement à minéraliser, mais à laver. Donc justement à purifier, entre guillemets, ces parois, ces pierres de toute présence végétale ou fongique. De même, ne pas utiliser de chaux pour protéger les arbres. Vous savez, on le voit souvent dans les villes, la chaux qui est censée protéger contre certaines algues ou certains champignons les troncs des arbres, mais qui en même temps empêche une biodiversité incroyable de développer, qui est utile aussi pour la pollinisation, pour nos fleurs, pour le miel, etc. Également, je ne parlerai même pas des désherbants. Ensuite, préserver des espaces naturels, urbains, anciens. On l'a évoqué tout à l'heure, les lichens poussent très très lentement. Donc pour qu'ils puissent s'épanouir, fructifier, s'associer avec d'autres lichens, avec d'autres plantes, il faut du temps. Donc c'est ce qui pourrait être justement sauvegarder des anciens parcs, des anciens jardins, des vieux arbres, ne pas les couper forcément. Les vieux murs, par exemple Genève a mis ça en place, un sentier des vieux murs dans la ville, et qui sont justement des réservoirs de biodiversité. Je terminerai là-dessus par une citation, je dirais, d'Henri David Thoreau, pour montrer aussi la beauté de cette sensibilité à la nature. Je vais prendre laquelle? Allez, la première. Un jour doux et brumeux, les chênes rouges de Billington Sea sourlent du Sney, qui, dans cette terre humide, se détachent à la perfection. Les troncs et les principales branches des arbres ont été, pour ainsi dire, ignorés par l'hiver, un vert clair très vif. Et ces boucles et ces pousses du Sney se trouvent tellement allongées et gonflées de lumière et de vie, avec leurs fruits rougeâtres ou rosacés, que c'est un vrai jour de lichen. Celui-ci prend la place des feuilles en hiver. Voilà, merci. Merci.